Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec Daniel Roux. Bonjour Daniel. Bonjour. Tu es docteur en pharmacie, rédactrice en chef de la revue La phytothérapie européenne et formatrice chargée de formation pour des professionnels de santé. Entre autres, auteur, bref, tu as de nombreuses casquettes. Oui, tout à fait. Enfin, je Alors, reste toujours dans la plante, hein, c'est clair. Il y a quand même un indice commun. globalement, et ça reste la thématique de ton travail, ça reste autour des plantes. Avant de commencer notre interview, je voulais que tu te présentes en quelques mots, que tu nous racontes un petit peu ton parcours, ce qui toi t'a amené bien à rentrer corps et âme dans les plantes médicinales. Oui, à vrai dire, ça correspond quand même pas mal à ma formation. Le pharmacien, il fait de la botanique, de la pharmacognosie. On travaille dans la plante, mais c'est pas le gros de notre activité. On reste quand même allopathe à l'origine, hein. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai donc fait des études de pharmacie, puis après de la galénique, donc tout ce qui est mise au point des médicaments. Donc moi, les émulsions, les crèmes, ça n'a pas trop de secret pour moi. J'ai fait des études de pharmacie et donc la plante quand même est enseignée un certain nombre d'années. Donc c'est vrai que c'est un peu pour nous important, hein. On fait pas mal de botanique. Mais après mes études, je devais faire de l'industrie, donc c'était prévu. J'ai commencé un stage assez long chez L'Oréal, c'est là que j'aurais dû faire ma carrière. Puis j'ai voyagé à l'étranger et quand je suis revenue, je me suis installée en tant que pharmacien. J'ai eu une officine dans Paris pendant 6 ans. Et pendant cette période, j'avais une associée qui était pour moi bizarre. Elle utilisait l'argile sur les plaies, elle faisait des tisanes toute la journée et pourtant elle était interne des hôpitaux pharmaciens. Et là, j'ai commencé à m'intéresser et c'est ouvert le premier DU de phytothérapie à Paris. Il y avait 1000 personnes et 800 médecins. C'était vraiment très peu de pharmaciens. Et là, j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit, tiens, ça, c'est ça qu'il me faut. Et donc, c'était vraiment, il y a pas mal de temps, ça fait une trentaine d'années. Et là, j'ai vendu mon officine et je n'ai plus fait que de la phyto de plus en plus, y compris dans des périodes où il y a eu le déremboursement de la phytothérapie, la loi E20, où la phytothérapie devenait moins accessible puisqu'il fallait payer. Malgré tout, moi j'ai tenu bon, j'ai continué à former des professionnels et donc j'ai fait ça toute ma vie, puis de la presse, des articles dans les revues professionnelles ou grand public, j'écris même pour le grand public, des ouvrages professionnels et grand public. Mais c'est vrai que mes formations continues, elles ont surtout été destinées aux professionnels et je me suis dit, il faut former les professionnels. Le public, il adhère très vite et il est de plus en plus passionné. En revanche, les professionnels, on a pas mal de freins et là, on essaie de faire de la qualité maximale. Vous savez, c'est comme toute minorité. Dès qu'on est peu, il faut être meilleur. Que ce soit une minorité religieuse, politique ou autre, il faut prouver plus qu'ailleurs qu'on est capable. Donc, on reste dans la légalité, dans les normes, en accord avec les conseils de l'ordre, pas toujours complètement d'accord, mais en tout cas à peu près en accord avec les conseils de l'ordre, et on essaie quand même de faire passer les messages pour essayer de changer les choses et permettre à chacun, à celui qui a envie de se soigner de cette façon-là, de pouvoir le faire avec un budget qui reste abordable. C'est pas simple. Oui, c'est ce qu'on a abordé au tout début de ce sommet lorsqu'on a parlé d'autonomie, l'importance de bien faire la part des choses entre ce que l'on va pouvoir faire seul. Et là, je parle en particulier pour les personnes qui se disent, est-ce que je vais pouvoir me soigner avec les plantes? Voilà, faire. Est-ce que ce que je peux faire seul? Et ce qui demande en fait l'appui d'un professionnel. C'est entre autres pour ça qu'on a voulu dans ce sommet qu'il y ait cette possibilité de bien différencier les particuliers des professionnels parce que c'est deux discours qui sont différents. Et c'est vrai que toi, dans ta façon d'aborder les choses, tu as pris ce parti-là de dire d'abord, on forme les professionnels pour qu'ils puissent après accompagner les particuliers dans l'utilisation des plantes Absolument. médicinales. C'est-à-dire que le public doit se dire, c'est pas une question de diplôme pour moi, mais de connaissance. À partir du moment où on veut soigner quelqu'un, il faut savoir de quoi il est malade. Ça paraît évident, hein. C'est pas sûr, hein. À partir du moment où on sait de quoi il est malade, il faut connaître le fonctionnement des organes.
Donc, on est obligé d'avoir des notions de sémiologie, de physiologie, de pathologie. Et tout ça, ça s'invente pas vraiment. On entend un peu tout et son contraire concernant les huiles essentielles, avec voilà, celle-là est dangereuse ou pas. Donc, on voulait avoir Oui. un petit peu ton point de vue sur bah, les huiles essentielles sont-elles toxiques? Alors, en fait, ça dépend des huiles essentielles. L'aromathérapie, c'est-à-dire les traitements par les huiles essentielles et les essences, en fonction du mode d'extraction, euh, est une discipline, c'est une thérapeutique par une partie très concentrée, puisqu'on a récupéré uniquement la partie volatile de la plante. Eh bien, on a des actifs dedans, des principes actifs. Et ces principes actifs, certains d'entre eux, ont une toxicité potentielle ou révélée. Aujourd'hui, l'Agence du médicament et surtout les organismes qui s'occupent de tout ce qui est législation des huiles essentielles, et en particulier, il y a un prof de fac qui travaille dans mon comité de rédaction et qui fait partie de ces instances. Il repère des actifs qui sont dangereux et quand ils sont en grande quantité dans l'huile essentielle, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, soit les supprimer, soit peut-être les réserver à la prescription. Pour l'instant, il y a un certain nombre d'huiles essentielles qu'on a supprimées, par exemple, des médicaments ou des compléments alimentaires. Je parle de l'huile essentielle de sauge officinale qui contient des cétones qui sont neurotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour le cerveau, et donc excessivement dangereuses pour la femme enceinte, la femme qui allait, etc. Et là, ils ne veulent plus que ces produits fassent partie de préparations qui existent dans le marché. On peut les utiliser de façon unitaire, mais il faut faire attention. À côté de ça, on va trouver cette huile essentielle en vente libre sur les marchés. C'est le gros problème de l'aromathérapie. Merci beaucoup, Daniel, pour cette introduction à l'utilisation des huiles essentielles et à leur toxicité. On va avoir l'occasion d'aller plus loin dans le sommet des plantes médicinales dans lequel tu interviens, dans lequel tu vas venir nous présenter un peu plus en détail bah, l'importance de bien choisir les huiles essentielles et comment bien les choisir pour qu'au final, elles ne présentent pas de toxicité. Je vous invite à nous rejoindre au sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. À tout de suite.